honorer nos vœux, hein. Ils vont prendre le train en route, comme on dit. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses pour les premiers vœux de ce mandat qui arrive presque à mi-parcours. On n'a pas eu l'occasion de se réunir pour l'instant. On avait même peur que cette année ça aurait été pareil, mais bon, il va falloir apprendre à vivre avec. Tout d'abord, je voudrais accueillir les élus, donc les pompiers et la gendarmerie. J'ai en excusé M. Joël Labbé, notre sénateur, qui ne peut pas venir ce soir, il est retenu à lire. J'ai aussi Jacques Delenay, notre sénateur aussi, qui n'a pas pu venir ce soir. J'ai Jean-Luc Béard, président de la communauté de communes, qui ne peut pas aller là ce soir non plus. J'ai excusé aussi David Appartient, mais représenté par Rosen. Et Jean-Luc qui va être représenté par Gaëlle Berthavas, maire de Saint-Aprin, et première vice-présidente à OBC. Et autrement, je voudrais saluer tous mes collègues maires, les adjoints et adjointes, les conseillers municipaux qui sont présents ce soir des communes différentes. Je voudrais saluer aussi les pompiers de Malétroit, David qui est présent, les pompiers de Molac qui sont venus en force, là c'est super. Je n'ai pas vu les pompiers d'Elvin, je ne sais pas s'ils sont à la salle parce que notre commune est divisée en trois secteurs. Et là, j'ai pas vu les pompiers d'Elvin pour l'instant. Je voulais saluer la gendarmerie aussi. Nous avons une jeune gendarme de Malétroit qui est parmi nous, bienvenue. On ne se connaissait pas, mais et avec un bel accent du sud en plus. Merci à tout le monde. Donc je commencerai mes propos en vous souhaitant à toutes et à tous tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte de la joie, du bonheur et surtout une bonne santé à vous ainsi qu'à vos proches, de la réussite dans vos projets personnels ou professionnels. Nous avons de la chance d'avoir une commune dynamique et attractive. Depuis le début de la pandémie, nous avons été fortement sollicités par des nouveaux arrivants, que ce soit sur le foncier, sur le bâti. Ceci est profitable pour notre petite commune, nos écoles, nos commerces, nos petites entreprises. Cependant, n'oublions pas que pour nos jeunes de la commune, les prix ont augmenté de façon considérable. De ce fait, ils n'ont plus la possibilité de construire chez nous, ce qui pose un réel problème. À l'heure actuelle, nous comptons 1430 habitants source INSEE et 19 naissances sur 2022. Et il y a 18 parce que le dernier n'est pas déclaré. Il est né le 31 décembre, mais il va sans doute être déclaré pour 2020. Et ça fait rien, il est né en 2022. Oui, il sera déclaré en 2023, mais il est né en 2022. On est tout à fait d'accord. Si nous regardons sur l'écran la courbe démographique depuis 1968, nous avons doublé la population. Et vu les projets en cours, une forte augmentation est à prévoir dans les quelques années à venir. Bien entendu, quand une commune s'agrandit, il faut des moyens humains en face. Dans les services techniques, 3 nouvelles personnes ont renforcé l'équipe. De même, à la cantine, Muriel a remplacé Dominique, cette dernière étant partie à la retraite. Pour l'entretien des locaux, la cantine et la garderie, Virginie a remplacé Nelly, partant à la retraite également. Et on a renforcé l'équipe à la cantine, garderie et Absem de Sandrine et d'Emmanuel. Au sein de notre conseil municipal, différentes commissions existent. Elles sont force de proposition. Depuis le début du mandat, différents projets ont été réalisés. Je laisserai mes adjoints en parler. Par contre, je vais remercier les partenaires financiers, l'État, la région, le département, Morbihan Énergie, car sans eux, ces projets ne se seraient pas réalisés. Nous avons également un projet en cours, celui d'une salle polyvalente, à dominante sportive,
Nous lançons donc un appel à tous nos politiques, c'est dommage qu'ils ne sont pas arrivés à ce temps-ci, pour nous accompagner à l'obtention de subventions. Faute de quoi, cette opération ne pourra voir le jour. Je voudrais remercier le président du conseil départemental, David Lapartien, et toute son équipe, pour le partage de l'argent public de nos petites communes. Une première enveloppe d'un montant de 50 000 € nous a été donnée, attribuée en 2021. Celle-ci nous a permis d'entretenir notre réseau routier. Et une seconde enveloppe du même montant, 50 000 € nous est parvenue en fin d'année 2022. Celle-ci sera consacrée à la transition énergétique ainsi que à la voirie. Alors, je vais attendre que Gaël est arrivé pour dire un petit mot sur la communauté de communes. Après 2 années de Covid assez compliquées et anxiogènes, nous pensions vers le bout du tunnel. Mais non, la guerre en Ukraine a changé la donne. Flambée des matières premières, explosion des coûts de l'énergie, augmentation des taux d'intérêt et toutes les conséquences qui en découlent. Soyons tout de même optimistes et solidaires dans ces moments difficiles. Je voudrais remercier nos 19 associations aussi, tant que je suis, qui par leur dynamisme créent du lien intergénérationnel entre tous les habitants et permettent aussi aux nouveaux arrivants de s'intégrer dans notre commune en étant force de proposition. Une nouvelle association s'est créée en 2022, un projet de jumelage entre une commune d'Alsace, Saint-Hippolyte. Alors l'association se nomme JALG, Jumelage Amitié Saint-Guimard. Alors, une petite pensée également à nos chasseurs, parce que souvent c'est les plus grands oubliés, nos chasseurs et nos piégeurs. Ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, mais on va faire avec. Qui ne sont pas forcément toujours compris, mais ils ont un rôle essentiel dans la régulation de certaines espèces, type sanglier, ragondin. Et qui, sans leur intervention, les cultures des agriculteurs seraient ravagées. Les digues, les étangs, les lagunes seraient des passoires. Sans parler de la prolifération des maladies, la PPA, la tuberculose ou la leptospirose, etc. Je vais vous parler du SCOT, du PLU qui est en révision chez nous. Donc nous sommes en révision également de notre PLU pour le mettre en conformité avec le SCOT. Cette mise en conformité dure environ 2 ans. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés en temps et en heure de l'évolution du projet. La nouvelle réglementation veut tendre vers le zéro artificialisation des sols d'ici 2035, la ZAN. En effet, l'accueil d'une nouvelle population va être très compliqué pour nos petites communes rurales. Aussi, si ces nouvelles contraintes ne s'assouplissent pas, il sera très compliqué de faire fonctionner nos écoles et la dynamique de notre village. Un petit mot sur la communauté de communes. Alors, nous avons mis en place des moyens de mutualisation dans différents domaines et nous avons validé un scénario pour la collecte des déchets. Là, je laisserai Gaëlle en parler si elle arrive un jour. Si elle n'arrive pas, ben, on fera ça. Et aussi sur la mobilité sur notre territoire qui est en train de se mettre en place. Il y aura des réseaux au niveau de transport. Il y a déjà une ligne qui se dessine entre Plélan et Redon. Et il va y avoir des lignes un peu partout sur notre territoire pour créer des liens pour aller dans différentes communes ou différentes villes. Et c'est très important, vu le coût aujourd'hui déjà du gasoil. Et c'est vrai que c'est une bonne chose de mettre des lignes en place. Maintenant, je vais passer la parole à mes adjoints et mon adjoint. Donc Jacques, oui. Je vais vous dire un petit mot sur les travaux. Merci. Oui, bonsoir. Bon, je suis désolé, mais j'ai un défaut, je suis bavard.
Et comme on ne me donne que 5 minutes, ça va pas être facile. Bon, je ne vais pas vous parler des urgences quotidiennes parce que ça perturbe complètement le fonctionnement du service, mais il faut faire avec. Je vais simplement citer un exemple. Le service technique passe tous les lundis matins faire la tournée des poubelles pour récupérer ce qui traîne un peu partout et faciliter le travail des éboueurs après. Et bien, depuis quelques semaines, on voit apparaître des choses pas très agréables. Je commence par ça. Des matières fécales humaines avec les papiers toilettes correspondants qui sont mises devant les poubelles. Ici, là en bas, à côté des poubelles de pâle, enfin sur le parking, et puis les poubelles qui sont après le tennis. Après, on dit que le service technique ne fait rien. Forcément, il est occupé autre chose. Pour les espaces verts, alors pour l'espace vert, ce qui est concerné, c'est le personnel, c'est la météo et les contraintes. Le personnel, vous avez vu qu'il y avait 5 personnes à l'effectif. En fait, compte tenu des indisponibilités, des temps de travail suivant les contrats, il n'y a que 3 personnes en équivalent temps plein. Et encore, il y a eu pendant 4 mois que 2 personnes. Ça fait beaucoup, peu surtout pour entretenir 42 km de voie et autant dans le chemin de remembrement. Donc on fait ce qu'on peut. Après, il y a la météo et les contraintes. Alors la météo, tout le monde en subit les conséquences dans un sens ou dans l'autre. Et les contraintes, on ne peut plus rien faire entre le 15 mars et le 31 juillet pour cause de nidification. Et en plus, en 2022, on a eu la sécheresse, on ne pouvait rien faire pendant le mois d'août. Risque d'incendie sur les bas-côtés. C'est encore difficile. Bon, au niveau de l'embellissement, zéro phyto, oui, la commune est labellisée zéro phyto, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout de produits de synthèse, et on invite tous les habitants à faire de même. On voit bien au pied de certaines clôtures, l'herbe elle est toute jaune, c'est curieux, mais c'est peut-être pas la nature. Donc on incite tout le monde à faire de même, à ne pas utiliser des produits de synthèse. Sinon, l'embellissement, alors on a commencé à refaire un petit peu les parterres aussi, parce qu'il y a des buissons qui sont un petit peu secs maintenant, on a mis quelques fleurs. Et puis les jardinières, on a eu des remarques, parce que nos jardinières étaient vraiment en très bon état, bien fleuries. Sachez que l'eau qui a été utilisée pour les arroser est entièrement de l'eau de récupération qui vient d'une cuve enterrée à côté de l'atelier. Donc ce n'est pas du tout de l'eau du réseau qui a été utilisée. Après les lagages. Donc les lagages, c'est aussi un problème parce que ça gêne les bus scolaires et ça gêne Orange et l'électricité, Engie, Ineo et l'Hélice, parce que les fils sont pris complètement dans les branches des arbres et ils ne peuvent plus passer, ils ne peuvent plus intervenir. Donc là, il va y avoir une campagne d'élagage complet sur l'ensemble de la commune courant du mois. Normalement, c'est à charge des propriétaires sur les branches. Donc, comme ça a été fait il y a 6-7 ans, les branches qui seront coupées seront remises sur les terrains des propriétaires pour qu'ils puissent les récupérer. Sinon, c'est la commune qui paye cet élagage. Une autre petite remarque aussi concernant quand les lotissements ont été faits, il y a des haies qui ont été mises qui font 60 cm à peu près de hauteur. Et puis il y a des habitants qui ont demandé à ce qu'elles soient plus hautes parce qu'elles voudraient bien être protégées. Et bien c'est monté à 101,60 m, puis 1,80 m. Puis il y a des habitants qui ont voulu mettre des haies de leur côté, qui sont de toutes les essences. Du coup, côté esthétique, c'est pas terrible. On a une haie, on a 2 haies, on a une clôture entre les deux, il y a des ronces. Alors pour l'entretien, ce n'est pas facile. Et en plus, ça demande du travail. Donc là, il y a une réflexion à faire. La prairie fleurie. Alors ça, on a fait un essai l'année dernière, on met des plantes de prairies, enfin bon, de différentes couleurs également, qui fleurissent plus ou moins dans le temps. Ça dure pendant 6 mois et c'est toujours fleuri. Et l'avantage, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'entretien et ça repousse l'année suivante. Alors on a fait un essai rue des Nymphéas, là ça a bien marché. Et on va reproduire l'essai en 2023 dans différents endroits de la commune. Parlons de la zone loisirs. Alors là, il y a eu un gros travail. On a regroupé toutes les activités de loisirs pour les jeunes jusqu'aux seniors, puisqu'à côté des terrains de foot, le tennis plus le city park, on a ramené l'aire de jeu des petits. On a profité pour mettre un sol souple, plus agréable et plus hygiénique que les copeaux de bois. Et il y a un baby-foot extérieur, il y a une table de ping-pong, tout ça c'est ouvert. Alors on a enlevé la haie de sapin qui est pour pouvoir aérer tout ça. Et il y a surtout la liaison douce. Donc c'est un passage réservé aux piétons et cyclistes, 350 mètres de long, qui longe toute la zone, depuis les terrains de foot, depuis le jeu de boules jusqu'au bout des poubelles.
C'est réservé piétons et cyclistes, hein, pas aux véhicules autorisés. Bon, il y a en plus un éclairage qui est en cours de mise en service, qui va être un détecteur, donc qui va s'allumer, s'éteindre au bout d'un certain temps. Et puis c'est également pour la sécurité de tout le monde, parce que c'est quand même mieux d'être de ce côté-ci de la haie et pas du côté de la rue. Bon, puisqu'on parle de sécurité des piétons, on va aller un petit peu plus loin. On a la sécurité, c'est la vitesse dans la commune. On a tout mis, toute l'agglomération à 30 km/h en limite. C'est peu, maintenant il faut la respecter. Donc on a mis un radar pédagogique, dit pédagogique et mobile, qui permet de déplacer dans différents endroits de la commune. C'est édifiant. Je m'excuse, mais c'est édifiant. Le record, c'est rue de la Chapelle, zone à 30 km/h. Ah oui, le radar, il enregistre dans les deux sens. Hein. Dans le sens où on voit et dans le sens où on ne voit pas, donc en arrière. La seule chose qu'il n'enregistre pas, c'est la plaque d'immatriculation et la tête du chauffeur. On n'a pas le droit. Mais le record rue de la Chapelle, dans le sens de la sortie, le radar était au bout de la rue des Tilleuls, 140 km/h. 140 km/h. Ce n'est certainement pas un engin agricole. On pense plutôt à une moto. Et c'était pas de nuit, hein, c'était en plein jour. 13h30. On sait la date, on sait l'heure. Alors on a déplacé, on a mis rue du Stade, là, vers le cours. Et tentative de battre le record, raté. La vitesse maximale, c'était le 13 décembre à 10h30, 139 km/h. Et dans le sens de la rentrée vers le bourg. On a mis des rampes des associations pour les seniors, donc c'est plus facile pour monter, déjà pour monter, mais pour sortir aussi, des fois il n'y a pas que de l'eau, donc c'est plus facile pour se tenir à la rampe. Il n'y a pas que les seniors. Ça y est, c'est fini. Bon. Transition énergétique. Transition énergétique, bon, on a fait comme tout le monde, on a regardé combien on consommait, donc c'est surtout du gaz. Le gaz pour les chauffages de tous les bâtiments, sauf la mairie, où c'est un chauffage au fioul. Alors, chauffage au fioul, bon, c'est bien, sauf que la chaudière, elle est de 1998, donc on est en train de la remplacer. On a signé un contrat de maintenance avec Morbihan Énergie pour nous aider à trouver des entreprises agréées. Sur le gaz, c'est surtout la chaudière de l'école et de la cantine qui sont les plus consommateurs. Sur la cantine, il y a une étude qui a déjà été faite, un diagnostic de bilan énergétique qui a été fait. Donc on va progresser maintenant parce qu'il n'y a pas de renouvellement d'air, la régulation est complètement, bon, c'est général, on ne peut pas faire le pot pièce par pièce, c'est-à-dire que même quand c'est inoccupé, c'est chauffé, ainsi de suite. Et puis l'éclairage public. Alors on a 171 points lumineux sur la commune, c'est beaucoup. 96% des lampadaires sont avec des lampes à décharge. Donc on a énormément de travail à faire. Là aussi, on a signé un contrat de maintenance. Et un sixième du parc va être remplacé par année. Donc 6 ans, on aura tout en LED. Au niveau des bâtiments, l'église. Bon, il y a des petits problèmes hein, sur l'église. On a regardé, on a consulté des entreprises spécialisées. Le conservateur départemental des bâtiments anciens est venu nous voir, il a dit « Oh là là, c'est autre chose que ça, consultez un architecte ». Donc on a fait un contrat avec un architecte du patrimoine, il y a un contrat de passé avec, pour faire un diagnostic complet, aidé par le département, mieux, merci. Et on va voir ce que ça donne, et puis on va faire un plan pluriannuel de réparation, parce que là il y en a certainement pour un paquet d'argent. Le château d'eau, alors le sol appartient à la commune, le château d'eau appartient au Haut-du-Morbihan, l'exploitant c'est la SOR, donc c'est un petit peu compliqué. Il a été entièrement réhabilité cet été, un chantier qui a été très bien mené, d'ailleurs impeccable. Tout a été refait. L'intérieur, il y a une deuxième cuve qui a été enlevée, l'étanchéité a été refaite, l'intérieur, extérieur, enfin tout a été fait, repeint, les tuyauteries ont été remplacées aussi, et il n'y a pas eu le moindre désagrément pour les habitants, ce qui est bien aussi. Ensuite, la fontaine. Alors la fontaine, eh bien, vous voyez une petite photo, là, c'est la fontaine après le passage d'un Smirnoff qui a voulu faire à demi-tour.
Et puis l'autre photo, c'est la fontaine reconstituée la semaine dernière. Il y a un petit besoin de nettoyer haute pression là, pour retrouver une teinte normale. Ensuite, il y a le pont de la Villemoiseau. Alors là, c'est en juin 2020, des fissures sont apparues. Et ben, il a fallu détruire le pont et le reconstruire. Là, ça dure depuis un certain temps, puisqu'il n'est toujours pas ouvert aujourd'hui, au bout de 2 ans et demi. Il y a eu des déboires, il y a eu... Et là, il n'est pas encore conforme. La chaussée n'est pas assez large. Normalement, c'était prévu 4,70 m et il fait que 4 mètres. Et les glissières devraient être à 1,30 m de la voie et ils sont en boucle. Donc, c'est toujours pas arrivé. J'ai dépassé. Suivant. Merci Jacques. C'est vrai que, pour compléter un petit peu, là, quand on voit le pont de la Villemoiseau, c'est un petit peu désolant parce que c'est un pont, ils ont démarré 8 mètres de large à la base du pont. Et aujourd'hui, on s'est aperçu qu'ils nous ont mis des glissières. Normalement, c'était 5 mètres entre chaque glissière. Et ils sont descendus du côté serrant à 3,92 m. Donc, 2 voitures ne peuvent pas se croiser. Et je crois qu'on pourrait passer presque autant de l'autre côté de la glissière qu'au milieu. Un peu désolant. Chénier, je vais te passer la parole. Elle va nous présenter les écoles et puis le sport. Bonsoir tout le monde. Bonne et heureuse année à tous. Un peu de plaisir, de joie, de bonheur, tout ce que vous voulez, pour 2023. Alors moi, je vais essayer d'être assez rapide, je pense. Sur papier, ça a l'air rapide, donc on va voir. Si vous avez des questions, bah, attendez la fin. Donc alors, moi, je vais parler sport, qui est plutôt ma partie. Donc, je vais démarrer par le plus gros projet qu'on a cette année, en tout cas côté sport, c'est la salle de sport. Donc à Saint-Guillaumard, pour ceux qui ne connaissent pas, on n'a pas de salle de sport. Ça fait des années que ça manque, ça fait des années que les gens réclament, c'est normal, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants, beaucoup de clubs, d'associations, de fêtes. Et c'est vrai qu'on n'a que cette salle-là et c'est un gros manque en fait. Donc jusque-là, c'était un peu compliqué parce que la mairie était quand même pas surendettée, mais elle était endettée de telle sorte à ce qu'on ne pouvait pas lancer des gros emprunts, de nouveaux emprunts en tout cas. Donc ce mandat, c'est le mandat de la salle de sport. On espère. Donc alors, pour vous expliquer, puisque c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vœu du maire, donc début 2021 a démarré la réflexion sur le projet de salle de sport. Il y avait déjà eu une réflexion avec l'ancien mandat, dans lequel j'étais déjà, avec Robert et Meuro. Il y avait déjà eu des visites, des rencontres et tout ça pour essayer de démarrer ce projet, mais il n'y avait pas forcément les finances en face, donc c'était qu'un début. Donc 2021, avec le nouveau conseil, on a démarré la réflexion un peu plus loin, donc on est allé visiter des salles, on a rencontré des maires qui avaient fait des salles, on a eu des réunions avec différents partenaires qui maîtrisaient ce sujet. Donc nous avons lancé le projet en choisissant l'assistant maîtrise d'ouvrage Emmanuel Pasquier de ICAP, en début 2022, pardon. Donc on en avait rencontré 2, et très naturellement on a choisi Emmanuel Pasquier qui est très disponible, très précis et très facile d'accès. Donc c'était très bien pour une mairie comme nous d'avoir quelqu'un comme ça. Donc il était là pour nous aider il est là pour nous aider à le mettre en œuvre. Donc en concertation avec les écoles, les associations, les clubs sportifs que nous avons rencontrés en réunion avec lui, nous avons défini nos besoins pour lancer le concours de maîtrise d'œuvre au début de l'été 2022. Donc évidemment sur la base de tous nos souhaits. 84 cabinets d'architectes, quand même, ont répondu à la première phase de candidature du concours, donc on était très satisfaits. Donc après, un jury s'est réuni. Donc le jury, il est composé d'élus de Saint-Guillaumard qui font partie de la commission appel d'offres et de deux architectes externes qui sont, comment dire, un peu habilités en fait, c'est ça. Donc tu venais de Rennes, je crois. Et donc ça, c'est donc le jury qui s'est réuni à 2 reprises. Donc au terme de la première rencontre en juin, 3 cabinets sur les 84 cabinets qui nous avaient sollicité ont été sélectionnés. Lors de la deuxième rencontre en octobre, donc les 3 cabinets ont rendu leur projet de façon anonyme.
Le projet du cabinet Bowen-Bertic, pardon, c'est un peu compliqué, a été retenu à l'unanimité et confirmé par le conseil municipal en novembre, et donc on a fait ce choix-là. Il fallait vraiment le confirmer par le conseil municipal parce que c'est vrai qu'on était parti sur un budget qui nous semblait plutôt assez conséquent, après avoir visité de nombreuses salles depuis quelques temps, et finalement, le budget n'est pas tout à fait le même que ce qu'on croyait. Parce que, comme vous le savez, tout a augmenté. Donc c'est un peu compliqué, tous les coûts ont fortement augmenté. Et voilà. Donc on se retrouve avec un projet un peu plus haut, donc il fallait vraiment l'aval de tout le conseil pour continuer les différentes phases, pour voir si on allait plus loin en tout cas dans le projet. Donc ça a été validé à l'unanimité par le conseil municipal. Donc en parallèle, évidemment, on a commencé les recherches de subventions. Déjà, donc on sait déjà que le département nous finance 25% du projet. Mais bon, je dirais que 25%, c'est déjà bien. Mais après, on va solliciter d'autres aides, on a déjà commencé. Alors, elles sont très incertaines. Et évidemment, nous cherchons d'autres possibilités, hein, et toutes les bonnes âmes pour nous aider à financer ce projet. Donc, aujourd'hui, nous étudions la faisabilité financière du projet. Donc, une phase de négociation avec le cabinet retenu va quand même démarrer, parce qu'il va falloir qu'on limite l'enveloppe budgétaire, parce qu'elle est trop haute. Donc nous demandons le soutien de tous les élus, du département, je crois qu'il est là, de la région, qui est là aussi, de l'État, pour nous permettre de mener à bien cette salle. En fait, c'est une demande et un besoin reconnu de proposer ce type d'équipement à la commune. Ça fait très longtemps qu'on en a besoin, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut compter que sur les subventions pour financer ce projet. On sait très bien qu'on n'aura pas 50% de subventions, mais il nous faudra vraiment le maximum. Donc voilà, à bon entendeur, hein. On compte sur vous. C'est vrai qu'ils peuvent nous aider en tout cas. Ensuite, donc ça c'était le plus long, après ça va être court. Mais c'était un beau projet. Alors, Terre de jeu 2024. Non, je ne suis pas rendue là. C'est pas grave. Je parle juste rapidement de Terre de jeu 2024. Donc la commune de Saint-Guillaumard, c'est labellisé Terre de jeu 2024 pour plusieurs raisons, notamment parce qu'en ce moment on est sur un gros projet de salle. Donc on s'est dit que le sport, il fallait le mettre à l'honneur dans notre commune et que c'était à cette occasion-là, c'était une bonne occasion pour le faire. Donc en fait, Terre de jeu 2024, c'est à l'occasion des futurs Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 organisés en France en 2024. Paris 2024 a créé ce label, afin de fédérer tout le territoire autour de cet événement. Donc la commune a décidé de s'inscrire dans cette opération. À cette occasion, et en partenariat avec les communes de Molac, et d'ailleurs à l'initiative de Molac, Larrey, Le Cadoc, Boal, donc 5 communes qui sont labellisées Terre de Jeux 2024. On s'est rassemblés pour proposer une grande animation sportive le samedi 8 juillet, donc aux sportifs, vous pouvez noter, ou moins sportifs parce qu'il y aura de tout. Il y aura plein de choses de proposer, du sport santé, des sports collectifs, des tournois, plein de choses. Défis sportifs, voilà, des jeux traditionnels, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc il y aura une cérémonie d'ouverture à Molac le 7 juillet, le vendredi soir, et donc une journée le 8 juillet sur toutes les communes avec du sport. Donc évidemment, vous en entendrez parler et on communiquera dessus sur tous nos supports. Et alors, par rapport à ce label, nous sommes évidemment preneurs de toutes les idées qui permettraient de mettre le sport à l'honneur sur notre commune cette année, l'année prochaine. Donc s'il y a des sportifs qui veulent proposer des choses, eh bien on est preneurs. Voilà, donc on passe aux écoles. Donc alors, les écoles. Donc on a 179 enfants qui sont scolarisés sur la commune. Donc c'est un petit peu moins qu'il y a quelques années, parce qu'on avait des années qui ont vraiment été très fortes à cause des nouveaux lotissements et tout ça. Donc les 179 enfants sont répartis équitablement entre les deux écoles, ou presque équitablement, avec 84 élèves à la Belle École, 94 à l'école Sainte-Marguerite. Et je pense que dans les années qui vont venir, ça va sans doute réaugmenter parce qu'on a pas mal de projets, on a beaucoup de projets de lotissement à venir. Et c'est très bien. Les services périscolaires, donc on a environ 130 repas qui sont servis par jour aux deux écoles en même temps.
Donc à Saint-Guillaumard, on a fait le choix, on a gardé ce choix de faire une cuisine entièrement cuisinée sur place. Parce qu'il y a 2 ans, on a notre cantinière depuis 30 ans qui est partie en retraite, qui cuisinait sur place. Donc on a réembauché quelqu'un de très qualifié, qui cuisine tout sur place. Donc évidemment, 30 ans plus tard, la cuisine centrale avait légèrement vieilli, donc l'an dernier, elle a été entièrement refaite, la cuisine. En 2022, nous avons validé un autre projet, c'est-à-dire une ligne de self réfrigérée, donc des armoires positives, des armoires négatives, une cellule de refroidissement. Une partie a d'ailleurs été installée cette semaine déjà, et la ligne de self devra arriver en février-mars. Donc tout ce matériel a été investi évidemment pour maintenir une cuisine entièrement faite sur place, et surtout dans les règles d'hygiène et de sécurité. Donc c'est un petit détail, mais par exemple la cellule de refroidissement, elle était indispensable si on voulait faire des gâteaux. Donc à partir de la semaine prochaine, elle pourra reprendre et cuisiner ses gâteaux sur place. C'est pas un détail, c'est pas mal. Voilà, donc la garderie. 74 familles bénéficient de ce service. Donc voilà, ça fonctionne toujours pareil, la garderie, 7h le matin, 18h30 le soir. Et donc cette année, oui, il va y avoir la mise en place d'un plan particulier de mise en sécurité, PPMS. Voilà. Alors on va passer à la culture et patrimoine. Alors, la bibliothèque. Nous, on a Julie, on a la chance d'avoir une personne un petit peu dédiée à la culture, ici, pas que. Hein. En fait, Julie, tout le monde la connaît parce qu'elle tient la poste le matin. Donc, et en même temps, elle gère la bibliothèque. Donc elle vous accueille tous les matins du lundi au samedi, et maintenant, le mercredi après-midi. Donc la bibliothèque de Saint-Guillaumard, elle s'est mise en réseau cette année avec la médiathèque de Séran et la bibliothèque de Lisieux. Alors, on est plus fort à plusieurs. Hein. Donc c'est pour permettre évidemment plus d'échanges et surtout plus d'animations. Et puis voilà, profiter des mêmes animations, multiplier les animations ensemble et le personnel, multiplier le personnel aussi. Donc la bibliothèque, elle accueille aussi toutes les classes des 2 écoles pour tous les mois, pour un temps de lecture avec Julie toujours, et d'emprunt de livres. Donc cette année, puisqu'on a eu cette mise en réseau, donc le réseau Lisieux Saint-Guillaumard-Séran a proposé un événement commun durant avril, mai et juin, intitulé Le Printemps des Oiseaux. Donc il y a eu 3 animations à Saint-Guillaumard, qui étaient un atelier aquarelle d'oiseaux avec une artiste, Cécile White. Donc, alors je crois qu'il y a eu 12 enfants qui ont assisté à ça, je n'ai pas noté. 2 ateliers origami d'oiseaux, avec Christine Lanvec de Saint-Guillaumard. Donc c'est une habitante de Saint-Guillaumard qui aide beaucoup dans les animations. Donc, merci d'ailleurs, je ne sais pas si elle est là. Et pareil, je crois que cette animation, à chaque fois, il y avait 12 enfants, c'est complet en fait. Hein. Et un atelier bonhomme nature pour les plus jeunes, à partir de 4 ans. Alors juste pour faire un petit retour sur les animations 2022, donc on a ces animations culturelles et créatives, dont je viens de vous parler. Donc ça fait quelques années qu'elles ont été mises en place. Ça fonctionne très bien, et ce sera de toute façon renouvelé en 2023. Donc ça, c'est des animations pour les jeunes, donc ils peuvent s'inscrire auprès de Julie à la poste. Et sinon, on a aussi des bébés lecteurs tous les mois. Donc là, vous avez les animations bébés lecteurs, avec tout ce qui va se faire tout au long de l'année. Et on a eu la même chose cette année, donc ça continuera de toute façon, parce que ça fonctionne aussi très bien. Et cette année, donc en 2022, on a repris, après un petit moment d'arrêt évidemment, le déjeuner sur l'herbe, qui a lieu tous les ans, depuis quelques années, ou presque tous les ans, le premier dimanche de septembre. Donc cette année, on a voulu marquer la reprise par une journée en musique, donc avec 2 groupes qui ont animé cette belle journée d'ailleurs. Donc Chantal Sutter avec sa pianiste Isabelle. Donc Chantal, c'est une nouvelle habitante depuis 1 an et demi, 2 ans de Saint-Guillaumard, qui est un groupe de jazz. Et on avait un autre groupe, les Jean Fred du Maine-et-Loire. Donc c'était une très belle journée, très conviviale et qui a l'air de plaire à tout le monde. Voilà, donc tout ça, ce sera reconduit en 2023. Bon, il y a sans doute d'autres choses qu'on ne dit pas sur les animations. Ouais, je pense qu'on a oublié plein de choses, mais c'est pas grave. Ensuite, on est au niveau des associations. Alors, les associations à Saint-Guillaumard,
On a un bon tissu associatif avec des associations anciennes pour la plupart et qui durent. Donc on a 3 associations culturelles, une association patriotique, 3 associations scolaires, 9 associations sport et loisirs. Donc cette année, on a eu le plaisir de voir une nouvelle association qui a vu le jour. Donc c'est l'association Jumelage d'amitié. Elle a déjà fait son premier repas qui a très bien marché, on voit que ça fonctionne, les gens sont satisfaits. Donc la commune de Saint-Gueumard s'est jumelée cette année, ou va se jumeler, en tout cas c'est en cours, avec Saint-Hippolyte en Alsace. Donc il y aura des voyages, plein de choses de prévues. Voilà, avec cette nouvelle association, Jumelage d'amitié. Voilà, donc ensuite, opération argent de poche. Alors, nous avons mis en place depuis 2021 l'opération argent de poche pour les jeunes de 15 à 17 ans. On n'est pas les seuls, hein, évidemment, dans la communauté de communes de BC. Il y a plusieurs communes qui l'ont mis en place. Nous, ça faisait un petit moment qu'on en parlait, parce qu'on aime bien l'idée. Donc on a mis ça en place, et il y a déjà 26 missions qui ont été réalisées depuis 2021, et 25 jeunes y ont participé. Donc ça va du balayage des rues, du nettoyage du cimetière, du ratissage de gravier, du nettoyage de garderie, de l'encadrement aussi des animations culturelles. Enfin, il y a plein de choses qui se font. Et en fait, les jeunes reviennent régulièrement, ils se reproposent. Et c'est vrai que nous, on trouve que l'idée est bonne, parce que les jeunes se sentent beaucoup plus impliqués dans leur commune, parce que c'est vrai qu'à partir des 15 ans, on les voit partir au collège, au lycée, et puis finalement, ils oublient un peu leur commune. Ils sont plus au primaire, et puis c'est dommage parce qu'on avait eu des bêtises de faites sur la commune, probablement par des jeunes de la commune, et qui se rendaient peut-être pas compte de ce que ça engageait en tout cas. Et on se rend compte quand même que ces jeunes-là sont beaucoup plus impliqués, donc on trouve l'action très positive, et nous allons la renouveler, à mon avis, cette année et les années qui suivront. Donc à partir de 15 ans jusqu'à 18, donc voilà, si vous avez des enfants, faites-vous connaître auprès de Julie Paris. Voilà, bonne soirée à tous. Merci Virginie. Maintenant, je vais passer la parole à Charlotte qui va nous dire 2 mots sur la communication sur les sites et en même temps nous présenter le conseil des jeunes. Donc, à toi Charlotte. Donc tout d'abord, bonsoir à tous. Donc à mon tour, je vais faire très original. Je vais vous souhaiter une très belle année 2023, que celle-ci soit douce et sereine. Donc moi, je vais vous présenter les différents canaux de communication que nous avons sur la commune de Saint-Gueumard, afin de tenir informé en fait l'ensemble des habitants, mais également d'être attractif en fait pour les futurs habitants. Donc nous avons tout d'abord le bulletin municipal, donc que nous diffusons une fois par an, donc en fin d'année. Donc là, actuellement, vous allez le recevoir dans vos boîtes aux lettres. En fait, il est en cours de distribution par l'ensemble des élus. On y ajoute également l'écho de Saint-Gueumard, donc qui lui paraît plutôt en milieu d'année. Voilà, c'est un petit complément. On a également le site internet, sur lequel on va retrouver toutes les informations plus administratives. Donc, nous allons par exemple retrouver l'ensemble des comptes rendus du conseil municipal. Mais également, tout à l'heure, Maurice parlait du PLU. Nous avons le PLU qui est en cours et les informations sur le PLU qui est en cours de révision. On a également la page Facebook, donc, qui est suivie par aujourd'hui un peu plus de 400 personnes, donc, sur lequel on va diffuser tout ce qui va être plutôt animation, événements, relayer des informations des associations et des commerçants locaux. On a bien sûr l'affichage dans les commerces. Et puis surtout, moi je voulais vous parler, merci, d'une nouvelle application qu'on a mis en place en décembre 2021, voilà, il y a tout juste un an, qui en fait permet à l'ensemble des habitants, à partir du moment où ils ont téléchargé cette application qui s'appelle City Hall, d'avoir des notifications, des informations importantes qui leur sont transmises. Donc vous allez pouvoir voir normalement sur la table qui est au fond et juste sur les portes sur le côté, en fait il y a un petit QR code
qui est à scanner avec vos mobiles. Donc maintenant, tout le monde sait un peu scanner les QR codes depuis la Covid. Et donc, à partir de là, vous téléchargez l'application et vous choisissez la commune Saint-Gueulard. Il faut savoir que l'Uniplan, donc la société qui a créé cette application, a un peu plus de 4000 communes sur la France qui utilisent celle-ci. Donc, vous allez retrouver des informations pratiques, administratives, associatives et culturelles, des informations qui sont poussées, donc vous avez des notifications qui peuvent arriver, ça c'est nous qui poussons l'information. Et puis il y a également un module qui s'appelle Participer, sur lequel en fait l'ensemble des habitants peuvent signaler, peuvent également suggérer et féliciter en fait sur certaines actions qui sont menées par la commune ou par les associations. Autre information qui peut être intéressante, vous avez plusieurs numéros, donc les associations, la mairie, les urgences, et l'ensemble des numéros de téléphone qui se trouvent sur l'application sont cliquables directement, puisque sur votre téléphone, vous pouvez lancer l'appel. Donc voilà pour la partie communication. Maintenant, je vais avoir le plaisir de faire monter les jeunes du conseil municipal des jeunes, s'il vous plaît. Alors, le premier conseil municipal des jeunes, il a été lancé en décembre 2017. Il a été lancé en décembre 2017. Et donc là, aujourd'hui, venez plus par là, voilà. Ne vous cachez pas. Donc normalement, ils sont élus pour 2 ans. Sauf que les élus qui ont été élus en 2019, en fait, se sont retrouvés avec la Covid et n'ont pas pu mener beaucoup d'actions et beaucoup de projets. Donc finalement, ils ont bénéficié d'une année supplémentaire. Donc aujourd'hui, bon, ils sont en petit nombre, mais normalement, ils sont 16. Voilà. Et à partir de demain, ceux qui ont été élus en 2019 passeront définitivement la main à ceux de 2021. Donc là, ils vont vous présenter quelques projets en fait, qu'ils ont menés à bien donc depuis la dernière cérémonie d'élus. En février 2021, sur l'invitation de Monsieur le député Paul Molac, nous avons visité l'Assemblée nationale. Nous avons eu l'honneur d'être guidés dans l'hémicycle par Monsieur le député. Nous étions en compagnie du conseil municipal de Régligny. Durant l'été, le conseil municipal des jeunes a lancé le projet de créer une boîte à livres. Plusieurs jeunes de la commune l'ont construite, peinte et décorée. Celle-ci a été installée à côté de la bibliothèque. En décembre 2021, 8 nouveaux élèves de CM1-CM2 ont été élus, 4 par école. L'élection s'est tenue dans le bureau de vote à la mairie. Les résultats ont été annoncés par Julie à la cantine. Quelques semaines plus tard, les nouveaux élus se sont réunis en mairie pour recevoir leur écharpe et leur kit de nouveaux élus. En juin 2022, nous avons été accueillis au conseil départemental par Madame Rosane Guégan, conseillère départementale, accompagnée par d'autres conseillers municipaux. Nous avons fait la visite de l'extérieur, la découverte de l'hémicycle et du fonctionnement du département. En juillet 2022, nous avons organisé une boum pour les enfants de la commune de 9 à 12 ans. Nous avons demandé à Kevin Monterrain de venir animer ce début de soirée. Toute la salle était décorée sur le thème de l'été. Nous étions plus de 40 jeunes. À chacune des commémorations du 8 mai et du 11 novembre, le conseil municipal des jeunes se réunit pour rendre hommage aux soldats morts pour la France. Nous lisons des poèmes ou des lettres de témoignage. Nous participons également à la levée du drapeau et au dépôt de la gerbe. Merci. Donc, je vous propose de les applaudir. Merci beaucoup, parce que c'est un exercice un peu compliqué de prendre la parole devant autant de monde, mais ils l'ont fait parfaitement, donc merci à vous. Je profite également pour remercier ceux qui, avec moi, animent le conseil municipal des jeunes, c'est-à-dire Julie, que j'ai vue tout à l'heure,
également Franck et Adeline. Merci à vous. Et Maurice, je te repasse la parole. Merci, Charlotte. Alors, je tiens à saluer la maire de Saint-Abraham, Gaëlle Bertheras, première vice-présidente à la communauté de communes, et M. Paul Moholag, notre député, qui sont arrivés et très sollicités à droite à gauche. On comprend le retard, il n'y a pas de souci. Je vais bientôt passer la parole à Gaëlle pour nous faire un petit point sur la communauté de communes. On a parlé juste un tout petit peu de la mutualisation des moyens et le scénario qui a été retenu pour les déchets, mais sans détailler et sur la mobilité. Alors, un petit peu de travail à mener. Je suis rendu, moi, là-dedans. Oui, avant tout ça, je voudrais passer la parole à M. Damien Béder, qui va monter sur scène, un jeune de notre commune. Je profite de cette occasion pour réitérer toutes mes félicitations à Damien, qui a été reçu par le ministre de l'Éducation nationale à la Sorbonne pour sa deuxième place au concours général des lycées. Alors Damien, il va nous dire un petit mot. On souhaitait le mettre à l'honneur ce soir, parce que c'est pas souvent qu'on a un élite dans notre commune comme ça. J'espère que ça va ouvrir la porte aux autres. À toi, Damien. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je voulais d'abord vous remercier et toute votre équipe pour l'attention portée à mon égard, et je suis vraiment très touché. Moi, mon histoire elle a commencé avec ce concours en décembre 2021. Donc j'étais en terminale au lycée Lamennais à Ploërmel, et c'est l'équipe enseignante qui m'a proposé de faire ce concours. Donc ne connaissant pas ce concours, j'ai accepté en me disant que c'était un parfait moyen, pour réviser mes spécialités du baccalauréat. Donc j'ai accepté. Le 25 mars 2022, j'ai passé une épreuve de 4 heures, donc en management, sciences de gestion et du numérique. Et j'ai eu la réponse le 3 juin en me disant que j'étais sélectionnée, que je faisais partie du top 3 du concours, et que j'étais donc invitée le 7 juillet à Paris avec mes parents et ma professeure principale. Donc pendant cette journée, la matinée, nous avons pu visiter la capitale, où j'y étais jamais allée. Et puis l'après-midi, donc la cérémonie de remise des prix s'est déroulée à la Sorbonne avec le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Je me souviendrai toute ma vie de cette merveilleuse journée, chargée d'émotions et de découvertes. Finir deuxième à un concours national représente une belle récompense et une opportunité pour ma future carrière dans l'éducation. J'espère que mon expérience donnera l'envie à d'autres jeunes de la commune de se lancer, car cette aventure, c'est la preuve que le travail paye et qu'il faut toujours croire en soi et en ses rêves, même les plus fous. Je vous souhaite une bonne soirée et une très belle année 2023. Damien mérite d'être mis à l'honneur et les applaudissements parce qu'il a vraiment envie de réussir et ça s'entend dans ses propos. Maintenant, je vais passer la parole à Gaëlle. J'ai rangé un petit peu mon bordel parce que on ne se retrouve plus là-dedans. Merci Maurice. Bonsoir à toutes et tous. Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé. C'est vrai que sans la santé, on ne fait pas grand-chose. Donc, une très bonne santé à vous tous. Merci Maurice pour cette invitation. Et alors, je vous prie d'excuser Jean-Luc Blair, président de l'Oustabro-Séliande Communauté, qui est à la cérémonie des vœux à Cournon. Donc nous sommes arrivés en même temps que le député, mais nous n'étions pas ensemble. Je viens de Port-Carreau et Paul vient de Guégon. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu la course aux vœux, mais ça fait tellement du bien de pouvoir nous retrouver
J'espère que la population aussi apprécie. Alors c'est vrai qu'on a perdu ses habitudes et du coup on fait des rétrospectives peut-être un peu longues. Je ne vais pas trop vous retenir, mais peut-être rappeler ce qu'est la communauté de communes de Gustave-Roussel Communauté, donc 26 communes. Et depuis 2020, c'est 18 nouveaux maires sur les 26. Donc c'est pas rien. Alors Maurice, t'es nouveau maire, mais t'étais quand même élu depuis longtemps. Mais on a beaucoup de maires qui sont devenus maires sans même avoir été élus auparavant. Donc voilà, donc je fais partie des anciens, du coup. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais du coup ça a demandé un temps d'appropriation qui n'a pas été facilité par la crise sanitaire. Les dossiers ont pris du retard, il a fallu prendre son temps, mais c'est bien. C'est aussi un nouveau souffle pour l'intercommunalité qui est aussi appréciable, il faut le reconnaître. Donc voilà, donc on est en ordre de marche, heureusement, parce que nous arrivons à mi-mandat. Donc c'est 49 élus qui portent la communauté de communes, 11 vice-présidents et 5 conseillers délégués. Le président, bien sûr, Jean-Luc Blair, le maire de Guerre. C'est un budget de 55 millions d'euros que nous portons et 210 collaborateurs qui travaillent donc, dans l'ensemble des services sur l'ensemble du territoire. Comme on dit, c'est un peu une grosse machine quand même. Voilà, mais une communauté de communes qui est au service du territoire pour assurer son développement, son attractivité, mais aussi pour conforter tout l'existant sur l'ensemble du territoire et améliorer la qualité de vie des habitants. On essaye aussi de faire un développement équilibré de l'ensemble du territoire. Alors nous sommes une communauté de communes tournée vers les services à la population, puisque c'est vrai qu'il y avait quand même 2 territoires qui étaient en communauté de communes depuis très longtemps. C'est vrai qu'il y avait la CCBEL qui était la première communauté de communes de France et donc qui avait eu le temps de mettre en place des services. Donc on a beaucoup de services à la population, mais ceci n'est possible que grâce à la richesse économique en fait, du territoire, toutes les entreprises, puisque la richesse économique, c'est la principale ressource de la communauté de communes. Donc c'est ce qui nous permet aussi de lancer des politiques, de faire des investissements, donc c'est important. Donc on y travaille aussi sur cette politique économique. Il faut maintenir cette activité, favoriser l'emploi. Et puis pour favoriser l'emploi, il faut aussi développer le logement. Donc on y travaille bien sûr dans les communes avant tout, avec les documents d'urbanisme, avec les lotissements, et à la communauté de communes aussi avec le plan local de l'habitat par exemple, avec différentes actions qui permettent de faciliter en tout cas le développement de l'habitat. Alors tu as dû en parler effectivement de la révision du PLU, c'est un gros sujet, je ne vais pas m'attarder, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans un grand changement en fait, sur l'aménagement du territoire. Il va falloir un peu se réinventer dans les prochaines années, puisqu'il n'y aura plus du tout de construction sur les terres agricoles. C'est ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette des sols. Donc il faudra concentrer, il faudra réhabiliter, les friches industrielles, les friches agricoles, mais alors même si dans le document d'urbanisme qui va sortir, puisqu'il y a quand même des étapes avant d'arriver à ce zéro artificialisation nette, vous allez pouvoir encore un petit peu inscrire encore de la terre constructive pour faire des lotissements, mais à terme, en fait, à horizon 2040-2050, voilà, des lotissements, on ne pourra plus en faire. Enfin, faut se parler clairement. Et pour autant, on a des ambitions d'accueil de population à l'échelle de la Bretagne. Le conseiller régional pourra en dire un mot. Mais dans toutes nos communes, enfin, voilà, l'objectif, c'est de faire vivre l'ensemble des communes pour faire vivre les écoles, faire vivre les commerces, l'économie. Donc, c'est important de renouveler la population et de pouvoir accueillir de nouveaux habitants. Donc c'est un peu un combat aujourd'hui de réviser c'est un gros combat. Alors je tiens à dire que Saint-Guillaumard n'est pas malheureux dans ce qui est accepté par les services de l'État. Il y a des communes qui sont beaucoup plus en difficulté. Moi, je sais que j'ai rendez-vous lundi matin avec la DDTM, mais voilà, il n'y a pas de favoritisme à faire. Chaque commune a besoin de développer voilà, son attractivité. Donc voilà, ce qu'on défend à l'échelle du SCOT, qui est porté par le pays de Plouermel et que je préside, c'est que tout le territoire doit être moteur et tout le territoire doit pouvoir se développer. Donc on mène un peu une bataille. Et toutes les communes qui sont en révision de documents d'urbanisme peuvent en témoigner. C'est pas facile. Donc voilà, donc la communauté de communes, de nombreuses compétences, de nombreux projets, je ne vais pas m'y attarder. Tu as parlé du coup de la mobilité. Ouais, alors sans aller dans le détail, mais c'est vrai que du coup il y a
une nouvelle ligne de bus, alors qui nous concerne moins sur cette partie du territoire, mais la ligne Redon-Plélan-le-Grand, donc avec des communes qui sont desservies, donc les communes de Carentoire, Lagacy, Cournon, Saint-Malo-de-Vénion, Vénion et Guerre. Donc effectivement, pour l'instant, ça ne concerne pas cette partie du territoire, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est effectivement d'utiliser de moins en moins la voiture, de favoriser les transports en commun, malgré le fait que nous soyons sur un territoire rural. Et le deuxième axe, en fait, c'est le développement de lignes intercommunautaires, donc qui sont aujourd'hui en définition, c'est pas encore tout à fait prêt. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir des passages dans chaque commune, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Et quand ça passera le jour où ça passera dans votre commune, il y aura plusieurs allers-retours vers une centralité. Donc tout ça reste à définir, à travailler, mais ça sortira en début d'année 2023. Et on va se mettre aussi à travailler en fait pour améliorer la ligne Pluermel-Vannes, pour faciliter les déplacements pour aller sur Vannes, pour qu'il y ait de plus en plus en fait de passages pour aussi privilégier ce mode de transport. Donc tout ça en partenariat avec la région bien entendu, mais désormais c'est la communauté de communes qui est l'autorité organisatrice en termes de mobilité, en partenariat et en soutien financier bien sûr de la région. Donc sur les déchets, tu as dit aussi que tu en avais parlé, ça nous a bien occupés en tant qu'élus. C'est un sujet un peu compliqué. Alors c'est un sujet compliqué, on va beaucoup communiquer sur l'année 2023 puisque l'harmonisation devait se faire donc, avec notre secteur de Malétroit et le secteur de Lagacy, sachant que le secteur de Guerre est engagé en fait avec un contrat de délégation avec un gestionnaire en fait qui est le SMICTOM, donc il n'y a pas de possibilité de sortir pour l'instant de ce contrat, donc l'harmonisation va se faire sur une partie du territoire. Donc vous avez dû récupérer votre carte pour les déchetteries. Si ce n'est pas fait, il est encore possible de la retirer. Il y a des permanences très fréquentes à la communauté de communes. Donc il faut impérativement s'y rendre parce que désormais pour aller à la déchetterie, vous avez besoin de votre carte. Et cette carte vous servira ensuite pour la collecte des déchets également. On vous expliquera tout ça quand ça va se préciser, mais voilà, ça sera aussi votre carte qui vous permettra d'ouvrir des conteneurs. Donc voilà. Alors quand on parle déchets, on parle souvent tarifs de la redevance ordures ménagères. Vous avez pu constater des augmentations successives. C'est vrai qu'on profite de ces vœux pour dire oui, il y a des augmentations. Il y en aura encore une sur 2023 puisqu'on a voté une augmentation de 12% en fin d'année. Il y en aura une encore l'année d'après. On a fait le choix de faire une augmentation progressive, 12% et 12%. D'autres territoires ont fait 30 et 35% d'augmentation pour 2023. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas lié à une mauvaise gestion de ce service à la communauté de communes. C'est que voilà, il y a une taxe nationale qui est la TGAP, c'est la taxe générale sur les activités polluantes, qui elle ne cesse d'augmenter et que nous ne pouvons pas absorber, nous en tant que communauté de communes, nous sommes obligés d'avoir un service équilibré financièrement, donc nous sommes malheureusement obligés de le reporter sur la redevance ordures ménagères. Donc voilà, ce sont des services qui deviennent de plus en plus difficiles à équilibrer. Le choix d'harmonisation et le choix du scénario qu'on a fait n'aura pas d'impact financier. Voilà, ça ne va pas révolutionner ni à la hausse ni à la baisse. S'il y a de nouvelles hausses, c'est surtout lié à l'évolution encore de cette taxe. Donc voilà, par contre, il y aura de gros investissements effectivement pour mettre en œuvre ces nouveaux scénarios de collecte. Donc voilà, je sais que c'est souvent un sujet polémique, et on le comprend parce que ça touche au porte-monnaie. Donc voilà, donc on va beaucoup communiquer pour vous expliquer comment se passera la collecte de vos déchets dans les années à venir. Donc pas de changement pour l'instant pour cette année. En termes de services à la population, donc juste dire que on a un nouveau pôle enfance qui ouvre sur le secteur de Lagacy, donc ce qui permet vraiment d'avoir un territoire qui est vraiment bien doté en termes de structure petite enfance et enfance jeunesse. On a mis en place aussi les maisons France Service, donc il y en avait une à Guerre déjà depuis un petit moment, et il y en a une nouvelle qui a ouvert à Serran, donc vous avez la proximité immédiate avec Serran. Donc les maisons France Service, c'est un dispositif d'État où vous pouvez trouver des agents qui ont été formés, qui sont compétents pour vous aider dans toutes vos démarches administratives, voilà, que ce soit avec la CAF, la MSA, voilà, tout ce qui demande en fait un peu de paperasse administrative, et là où on a besoin d'avoir des interlocuteurs, et c'est souvent difficile parce qu'aujourd'hui tout se passe par des plateformes.
Donc les agents ont des contacts privilégiés avec tous ces interlocuteurs. Donc je vous invite vivement, quand vous avez une démarche à faire, à y aller. Et ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de facilité d'accès à l'outil Internet, c'est vraiment juste que là, on a des interlocuteurs privilégiés et du coup, ça facilite grandement. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Donc voilà, donc on poursuit le travail. C'est vrai que ce renouveau a fait qu'on a des nouvelles façons de travailler. Je crois qu'il y a une vraie solidarité entre les maires et c'est appréciable. Donc on essaye de faire avancer, on n'est pas toujours d'accord et c'est normal. Le but c'est voilà, d'exposer chacun son point de vue et de faire le meilleur choix possible et puis d'avancer, on est en démocratie. Donc voilà, donc en tout cas, malgré tout, le contexte est difficile, hein, vous le connaissez en commune, vous le connaissez vous en tant que particulier, à la communauté de communes c'est pareil, avec beaucoup d'incertitudes. Peut-être que Paul nous en dira quelques mots sur le contexte national, international, mais c'est vrai que ça ne nous facilite pas, mais pour autant, voilà, moi je tiens à remercier Maurice de s'être engagé dans ce mandat en tant que maire et remercier l'ensemble des élus municipaux, les adjoints, les conseillers municipaux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est presque un sacerdoce hein, de s'engager, les difficultés sont présentes, mais pour autant il y a de belles réalisations et on le voit au service des habitants, donc je crois qu'il y a encore beaucoup de volonté et d'enthousiasme à mener l'ensemble des projets, donc merci, merci à vous. Et puis il faut poursuivre ainsi, rester positif, et puis voilà, faire ce qu'on pourra en tout cas. Donc je vous remercie, puis je vous souhaite à nouveau une très belle année 2023. Merci Gaëlle pour ce propos. Je voudrais passer la parole à notre conseillère départementale, Rosane Guégan. Alors Rosane, c'est tout. Merci Maurice. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le député, conseiller régional, Madame la première vice-présidente, tous la conseillère de communauté et présidente du Pays de Ploermel également, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, artisans et commerçants, les représentants des sapeurs-pompiers, capitaine David Pellerin, également les sapeurs du 6 de Molac, si j'ai bien compris, les représentants de la gendarmerie également, Mesdames et Messieurs. Je remercie Maurice et l'équipe municipale pour cette invitation à cette cérémonie de vœux. Pour chacun de nous, l'année 2023 s'annonce marquée par l'incertitude, mais je pense qu'au niveau national, notre député nous en dira certainement plus. Ce moment de rencontre et de convivialité revêt donc un caractère encore plus important, car il est de tradition de se tourner vers l'avenir, d'exposer les bonnes résolutions et de les tenir. Ainsi, en tant que conseillère départementale, je souhaiterais pour ma part vous donner les orientations du département du Morbihan pour l'année à venir. Alors même que les prévisions économiques pour 2023 sont incertaines et que les hausses de prix touchent tous les secteurs de la vie quotidienne, les repères qui guident notre action restent clairs. Celui de la bonne gestion financière, celui du mandat que nous ont confié les électeurs, et enfin celui des principes qui sont les nôtres en matière d'action publique. Le département a choisi de garder cette ligne de conduite claire et déterminée en adoptant un budget ambitieux pour 2023 de près de 838 millions d'euros, destiné à conforter notamment nos actions en faveur de l'aide sociale, ce qui mobilise plus de 65% du budget global. Fruit d'une concertation intense, le schéma départemental de l'autonomie 2023-2028 qui a été voté en décembre 2022 porte ainsi l'ambition du département pour accompagner les personnes âgées et les personnes en situation de handicap avec une volonté affichée de faire du Morbihan un département pilote pour de l'accompagnement à domicile. Alors, ce défi se double également d'engagements ambitieux, parmi lesquels notamment la création de 100 places supplémentaires d'EHPAD ou encore la création de 165 nouvelles places pour les personnes en situation de handicap. Ce sont autant de mesures concrètes pour répondre aux enjeux majeurs sur notre territoire et déployer des politiques efficaces et innovantes, dotées de moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Notre premier devoir, nous ne l'oublions pas, est d'être solidaires auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Notre action en la matière conjugue donc vision à long terme,
capacité de réactivité et d'innovation incessante et moyens budgétaires conséquents. Ainsi, parce que le réseau routier départemental constitue un élément essentiel pour le déplacement des Morbihanais, le département poursuivra la réalisation d'équipements structurants et ciblera prioritairement la sécurisation et l'entretien des infrastructures routières. Également très fortement impliqué dans la gestion des collèges, le département du Morbihan portera un plan d'investissement de près de 150 millions d'euros sur les 5 ans à venir, destiné aux travaux pour rénover les établissements et mieux les doter en équipements mobiliers et matériel pédagogique et numérique. Le département, comme il a été dit tout à l'heure, est un partenaire financier des communes et des intercommunalités également. On sait tous que le coût des équipements publics pèse en effet lourdement sur les budgets communaux et intercommunaux. C'est pourquoi, en 2023, nous concrétisons notre proposition d'encourager les communes dans leurs investissements dans la transition énergétique avec une aide renforcée sur ce point. Accompagner les communes dans les projets d'aménagement passe par le programme de solidarité territoriale, plus communément appelé PST auprès des élus. C'est pour le département du Morbihan une priorité car ça contribue à l'attractivité de notre territoire. Ainsi, comme on l'a vu pour Saint-Guillaumard, en 2022, il y a eu un montant pour le PST alloué de 8 000 € à peu près. C'était pour la ligne de Self qui va être très prochainement mise en place. Et il y a également eu l'aide exceptionnelle de 50 000 € en 2021 qui a été renouvelée en 2022 et dont à Saint-Guillaumard l'a affecté à un équipement de transition énergétique, si j'ai bien compris, en partie. S'agissant autrement des mobilités, le département a entamé un travail de fond en partenariat avec tous les acteurs, et notamment les groupements de communes, afin de se doter dès cette année d'un schéma ambitieux incluant mobilité douce et infrastructures routières et compatible avec les enjeux environnementaux de stratégie bas carbone, pour que la route soit un lieu de partage de toutes les mobilités, y compris hors agglomération. Et dans notre canton, qui est qualifié de canton rural, ça prend ici toute son importance. Exemplarité, responsabilité, gestion rigoureuse de l'argent public, solidarité humaine et territoriale concourent ensemble à renforcer l'efficacité de nos politiques au service de nos concitoyens. Malgré les incertitudes et la gravité de la période, en mobilisant un plan pluriannuel d'investissement 2023-2028 d'1 milliard d'euros, nous souhaitons envoyer un signal fort pour accompagner le développement économique, social et écologique de notre territoire. Dans le Morbihan, nous avons assez d'énergie, d'intelligence et de courage pour que nous puissions bâtir un nouvel avenir commun. Alors désormais, à nous de nous en donner les moyens. Pour terminer, du fond du cœur, je vous présente mes meilleurs vœux les plus chaleureux, qu'elle apporte à chacune et chacun réussite personnelle et professionnelle. Je vous remercie. Merci Roden, et on n'oubliera pas de solliciter le département de toute façon. J'ai oublié justement de dire que je n'avais pas bien entendu. Paul, notre député Paul Molac, on passe la parole. Tu as l'honneur de clôturer. Donc c'est presque fini. On va pouvoir boire un coup. Donc écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Alors beaucoup d'élus, évidemment les pompiers, donc je ne vois pas la gendarmerie, mais j'ai vu la voiture, donc ils doivent être par là, voilà. Donc bonsoir à tous. Alors c'est vrai qu'on a été un peu sevrés pendant les 2 dernières années, puisque il n'y a pas eu de vœux, donc on ne s'est pas retrouvés, ni autour d'idées, ni autour d'un verre. Alors, j'ai bien compris que j'avais eu un appel subliminal, comme quoi les choses étaient un peu compliquées. Alors, je crois que l'année 2022, elle a été marquée, me semble-t-il, oui, alors je vois le centre de Molac aussi qui est là-bas. Donc l'année 2022, elle a justement été marquée par des feux de forêt. Des feux de forêt qui ont été largement amplifiés, en fait, par la sécheresse et par les températures excessives. C'est vrai que
je ne suis pas de première jeunesse, mais enfin je ne suis pas encore si vieux que ça, mais je n'ai jamais vu 40 degrés par exemple chez nous. Et cette année, on l'a eu. Et je dirais qu'on voit bien que d'année en année, finalement, on a des températures qui sont de plus en plus extrêmes, de plus en plus hautes. Et quand on regarde notre hiver, bah, il est quand même pas très froid. On a dû avoir 2 jours de gel. Pour avoir du vrai gel, hein, qui dure 3 semaines par exemple, on a déjà eu ça, mais au siècle dernier. Alors, juste une petite anecdote, hein, mais vous connaissez peut-être l'étang-du à Plermel. Petite pièce d'eau, 7 km de long, 1 km de large. Et en 1962, c'était complètement gelé. Les gens traversaient à pied. Il y en a même qui ont fait un essai avec une 2 chevaux. Et ça n'a pas craqué. Donc c'est pour vous dire, la 2 chevaux est allée de l'autre côté. Bon, ils étaient peut-être un petit peu présomptueux quand même, ça aurait pu être dangereux, mais là, on avait vraiment du froid. Là, en ce moment, honnêtement, ça fait des années qu'on n'en a pas eu. Donc on voit bien qu'on a un réchauffement climatique. Et ça appelle des politiques publiques, ça appelle aussi, ça va nous poser problème parce qu'on a un système économique et un système global qui est en fait basé sur les hydrocarbures. Le pétrole, le gaz. Et c'est vrai qu'avant on s'arrangeait bien avec notre ami Poutine qui nous donnait du gaz à peu cher. Là, c'est un peu compromis. Alors pour finir sur le réchauffement climatique, on va être obligé de passer à un autre système progressivement, faire des économies. Alors on voit bien que tout le monde s'y met, puisque bon, le département s'y met aussi. La région, quelquefois, on m'a fait des réflexions, parce qu'on me dit, bon, vous êtes gentil, mais la région, mais bon, chaque fois qu'on fait un truc, il y a des conditions. Et oui, par exemple, quand il y avait une rénovation, on disait, ben oui, mais au moins 40% d'efficacité thermique en plus pour vous donner une subvention de la région. Alors bon, il y en avait qui grognaient un peu, forcément. Mais bon, finalement, c'est peut-être dans ce sens-là que l'on doit aller aujourd'hui. Donc, économie d'énergie, le plus possible. Remplacer, chaque fois qu'on peut remplacer finalement la voiture, la remplacer par autre chose. Alors, eh bien sûr, les questions de vélo, les questions de liaison douce, c'est pas simple. Et parce qu'il y a aussi derrière la sécurité, et ça, c'est pas évident. Mais alors c'est pareil, la région est un peu casse-pied, parce qu'on veut faire des liaisons douces, et puis on nous dit, ah bah oui, mais il faudra que ce soit connecté, etc. Ben oui, parce que plus c'est connecté, plus on peut l'utiliser. Alors c'est vrai qu'on a peut-être été un peu novateur à un moment donné, et puis un peu casse-pied, c'est vrai, mais bon, finalement c'était peut-être en fait parce qu'on avait une vision qui disait, bah oui, on va dans ce sens-là. Et probablement que les changements sont à venir, les plus gros. Puisque vous savez aussi que de toute façon, les hydrocarbures, de toute façon, on a il y en a dans le sol, et une fois qu'on aura tout utilisé, il n'y en aura plus. Alors ça, c'est la première chose qui est, je pense, enfin, si jamais certains avaient encore été climato-sceptiques, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus l'être, ou alors, je ne comprends pas. La deuxième chose, et évidemment, on a parlé de la Russie. Bon, finalement, l'impérialisme est toujours là. C'est-à-dire que les Russes, enfin en particulier Poutine, n'acceptent pas que les Ukrainiens peuvent avoir finalement une indépendance. Et qu'ils quittent le giron de la Russie. Alors ça a amené la guerre qui est celle qui est qui est pas vraiment la nôtre, mais un petit peu quand même, puisque effectivement il y a eu des sanctions contre la Russie, et c'est vrai que faire de l'électricité avec du gaz sibérien, c'était pas cher. Sauf que, effectivement, ça impacte en particulier l'Allemagne et ça nous impacte aussi. Alors, avec des effets de spéculation certainement, parce que quand on a de l'énergie qui est multipliée par 10, il ne faut quand même pas exagérer. En fait, là, il n'y a plus de lien entre la production et la vente. Et ça, c'est pas acceptable. D'ailleurs, bon, vous avez certainement entendu parler des boulangers, qui pouvaient effectivement avoir, enfin, j'en ai vu un, d'habitude c'était 1 500 €, il a changé de four, donc il a changé de contrat, maintenant c'est 8 000 € par mois. Ah. Donc le gouvernement a enfin écouté ce que disaient les artisans, parce qu'on avait porté leur demande, alors je ne sais plus, c'était au mois de décembre ou au mois de novembre, et donc ça a été accepté là, cette semaine. Donc ça devrait libérer un peu, en particulier tous ceux qui ont besoin de beaucoup d'électricité. Mais ça doit nous interroger. Ça doit nous interroger parce que si on a des problèmes avec la Russie, on a aussi un autre grand pays qui est une dictature, qui
on voit bien qu'il y a une espèce de guerre froide qui commence à se mettre en place entre les États-Unis et la Chine. Or, la Chine nous fournit, alors pas seulement en gaz, elle nous fournit dans plein de produits manufacturés. Alors, dans les masques, bien sûr. Alors, quelquefois, j'ai un peu de mal à comprendre, même y compris notre gouvernement, quand il continue aujourd'hui à commander des masques en Chine, alors que les chaînes chez nous, qui sont capables d'en produire et qui ont été payées en partie avec l'argent du gouvernement, sont à l'arrêt. Il y a des choses qu'il faudra m'expliquer parce que moi, je ne comprends pas bien. Et puis, la Chine nous fournit aussi en médicaments. Nous fournit finalement dans tout un tas de produits. Et il va certainement falloir réfléchir tout simplement à l'autonomie qu'on peut avoir, alors plutôt au niveau européen aujourd'hui, et cesser cette volonté de vouloir avoir du commerce international où pour 3 francs 6 sous, on va faire, un conteneur va venir de Chine et aller jusqu'à Rotterdam. Parce que ce type de développement-là, il n'est pas durable, et en plus il nous met sous pression de pays qui ne sont pas forcément nos amis. Alors ça, moi j'avais déjà attiré l'attention de ces choses-là, et on avait discuté par exemple avec Maurice sur l'accord commercial avec le Canada par exemple. Et donc cet accord-là, je sais que je ne l'avais pas voté. L'accord sur le Mercosur avec l'Amérique du Sud, je ne pense pas que ce soit un bon accord pour nous non plus. Et en particulier pour nos filières agricoles. Donc je pense que le temps de la mondialisation béate est terminé et qu'il va falloir aussi être un peu plus clair sur les aspects proprement stratégiques et d'autonomie de nos filières, de nos différentes filières, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient industrielles. Ça nécessite une réindustrialisation. Alors ça, c'est pour le contexte international qui est pas toujours réjouissant, bon, pas encore complètement chaotique, hein, parce que l'ONU est quand même tient encore, il y a des discussions, etc. Mais on est plutôt dans une zone où finalement il y a une certaine incertitude quand même. On a parlé pour ce qui nous concerne plus directement chez nous aujourd'hui, on a parlé du logement. Alors le logement, effectivement, c'est très important, et on a quelques enjeux. D'une part, l'augmentation des matières premières, donc l'augmentation quand on construit un logement, l'augmentation également des prix du terrain. Parce qu'on voit bien que les maisons ont fait un bond et qu'il est difficile même d'en trouver. Ce qui veut dire que les jeunes qui n'ont pas de patrimoine, aujourd'hui, ne peuvent pas espérer pouvoir construire ou faire une maison. Ce qui n'est pas normal. Donc, alors j'ai travaillé dès le projet de loi de finances rectificatif, qui était au mois de juillet, et j'ai proposé un certain nombre de changements à la loi, de possibilités de pouvoir pour les maires définir des zones par exemple où on va avoir moins de Airbnb. Parce qu'aujourd'hui le Airbnb il a été, si vous voulez, détourné de sa fonction originelle. Au départ, quand on faisait un Airbnb, c'est parce qu'on avait par exemple une chambre, on n'avait plus d'enfants, etc. Donc on aménageait cette chambre de façon à pouvoir la louer. Ça, c'était quelque chose de tout à fait positif. Aujourd'hui, dans certaines villes, y compris chez nous et sur la côte, il y a des gens qui achètent soit totalement une maison, qui font des chambres, et donc c'est plus une chambre que vous avez en plus et que vous louez, c'est carrément toute la maison avec des agences qui sont là pour louer. C'est la même chose par exemple à Saint-Malo, c'était des appartements entiers. Et là vous voyez bien qu'on est en train de complètement détruire cette idée-là, parce que c'est pas du tout ça à la base. Donc s'il faut de l'hébergement touristique, il en faut, mais il ne faut pas évidemment que ça tue l'économie locale, parce que s'il n'y a pas de logement, il n'y a pas de gens qui iront travailler dans les usines. Donc on a un problème social et un problème économique. Alors il y a différentes choses, on a discuté aussi avec le gouvernement, et donc il faut savoir que pour prendre des mesures, il faut être en zone dite tendue. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on estime qu'avec le rapport du prix du terrain, des maisons, etc., les gens ne peuvent plus se loger. Alors ces zones dites tendues, avant 2022, donc en 2021, il y avait une zone tendue en Bretagne, l'agglomération nantaise.
Il n'y en avait qu'une. Donc Rennes n'y était pas, les îles n'y étaient pas, la côte n'y était pas. Et donc là, on est en train de redéfinir tout ça. On a vu le ministère dernièrement. Et effectivement, bon, là, les îles vont y être, la côte aussi, etc. Parce que, évidemment, la pression qui est sur la côte, elle remonte chez nous après, parce que les gens, quand ils ne peuvent pas se loger, et d'ailleurs ça a été, ça recule, et je dirais aujourd'hui, la zone tendue, c'est jusqu'à Plernel. Donc il y aura des moyens pour les maires, mais aussi pour la région, parce que ce qu'on voudrait aussi, c'est mettre en place un fonds régional qui permette de faire du logement pour les primo-accédants. Aujourd'hui, vous avez déjà l'EPF, l'établissement public foncier régional, le PFR. Mais c'est essentiellement des friches. Donc des friches industrielles, des friches urbaines, des friches y compris dans un bourg par exemple, hein, les maisons qui sont à rénover, mais il n'y a pas d'accession à la propriété et il n'y a pas de terrain qui est, par exemple, on pourrait faire un bail solidaire. Vous savez, le bail solidaire, c'est vous construisez votre maison, vous êtes propriétaire de la maison, mais pas du terrain. Bon bah déjà, si ça vous enlève le terrain, ça permet effectivement pour des ménages de pouvoir construire. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est de passer dans les banques qui disent « Ah non, vous êtes trop endetté, donc on ne vous prête pas ». Donc ça, c'est le logement. Alors, on est en train de le faire, mais bon, il faut que ça continue. On a, je pense que, contrairement à 2021, où quand j'en parlais, bon, quand j'en ai parlé au mois de juillet, je pense qu'il y avait un certain nombre de collègues qui n'avaient pas pris la mesure du problème. Et là, il y a une prise de conscience de la part des députés. Donc je pense que ça va avancer. Vous savez qu'il n'y a pas de majorité absolue non plus. Donc il faut discuter dans ces cas-là, quand il n'y a pas de majorité. Il faut faire appel à son intelligence et non pas à la force brutale. Ça change un peu. Le deuxième thème qu'il y avait, c'était, je l'avais fait durant la campagne, c'était les déserts médicaux. Alors, sur les déserts médicaux, moi j'en parle depuis que j'ai été élu en 2012, parce que déjà on commençait nous à avoir des problèmes. Bon, depuis ça ne s'est pas arrangé. Et là, les députés des différents groupes politiques se sont mis d'accord pour faire une loi en commun. Bon, une loi à 3 volets. Disons qu'il y a 2 volets essentiels à mon sens. D'une part, une définition du numérus, alors pas clausus parce qu'il s'appelle apertus aujourd'hui, mais il y en a évidemment toujours un, qui soit un peu mieux fait et dans lequel les élus puissent avoir leur mot à dire, parce que jusque-là, ce n'était pas le cas, et une sectorisation des médecins. Alors la sectorisation des médecins, jusque-là, c'était tabou. Chaque fois qu'on a essayé de faire passer des lois, on avait un tir de barrage de la part du gouvernement et d'un certain nombre de collègues, parce qu'il y a pas mal de médecins à l'Assemblée nationale aussi. Et là, donc, la sectorisation des médecins. Alors ça veut dire quoi, la sectorisation ? Quand vous voulez vous installer sur une pharmacie aujourd'hui, vous devez avoir un nombre d'habitants. Quand vous êtes infirmière ou infirmier, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vous installer. C'est l'agence régionale de santé qui vous dit vous pouvez vous installer parce qu'il y a suffisamment de personnes. Pour les médecins, il n'y a pas ça. Ils s'installent où ils veulent. Donc je vais prendre un exemple caricatural, mais si vous êtes à Biarritz ou à Nice, vous pouvez avoir, avec n'importe quel spécialiste, un rendez-vous dans la semaine, sans problème. Ici, c'est un peu plus compliqué. Hein. Il faut attendre 6 mois et encore, vous n'êtes pas sûr d'être pris. Parce qu'ils vous diront, ah bah non, je suis désolé, c'est pas possible, etc. Donc, aller à Vannes ou aller à Rennes, etc. Donc, le fait de pouvoir répartir au mieux la ressource, en fait, c'est un des seuls moyens qu'on a aujourd'hui, avant, évidemment, de former plus de médecins. Il y a un certain nombre de pays qui le font, et ça donne des résultats qui sont tout à fait intéressants. Alors, sur les choses qui nous concernent aussi, il y a les questions des hôpitaux, parce que de 2 hôpitaux qui sont des hôpitaux, j'allais dire, qui ne sont pas des gros hôpitaux, mais qui ne sont pas non plus des hôpitaux de proximité, c'est Plernel et Redon. Et donc, ces hôpitaux-là sont en souffrance pour des questions de reconstruction totale pour l'hôpital de Redon et reconstruction en partie pour l'hôpital de Plernel. Donc là, il faudra effectivement que la population et les élus soient moteurs pour qu'on puisse le faire réellement. Parce que je vois bien que l'ARS, oui, c'est prévu, mais quand? Oh, ça, un jour. Mais bon. Et donc, à un moment donné, effectivement, il faudra peser, parce que sinon, j'ai l'impression qu'ils vont nous mener à la Saint-Glinglin.
pour être clair. Dernier point, avant que vous puissiez aller boire un coup, parce que je ne voudrais pas non plus... Vous avez la pépille là déjà, hein, je sens que... Bon, là, alors c'est le projet polémique des retraites. J'en avais déjà parlé aussi pendant la campagne. Alors bon, nous, on a prévenu le gouvernement que de toute façon, on ne voterait pas une retraite avec un départ à 65 ans, et que s'il y avait un 49.3, on voterait la motion de censure. Donc les choses sont claires. Pourquoi ? Parce que, est-ce qu'il y a un déficit déjà? Alors le comité d'orientation des retraites dit effectivement il y a un léger déficit dans les années 2030. Mais qu'ensuite, ça redevient positif. Puis, juste, je vais faire un petit aparté, mais si l'État compensait toutes les exonérations de cotisations sociales qu'elle donne, eh bien tous nos comptes publics seraient à l'équilibre. Bien sûr la sécurité sociale et bien sûr la retraite. Alors c'est normalement la loi Veil de 1995, sauf qu'à chaque fois, on dit bah, on compensera mais plus tard. Et puis bon, ben, c'est jamais fait. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, on met le budget en déficit. Mais c'est pas très normal. Donc on va avoir effectivement des discussions, parce que pour moi, le juge de paix, pour moi, c'est le nombre d'années de cotisation, point barre. Parce que, évidemment, enfin, dès qu'on avait entendu ça dans la campagne, j'avais eu le président de la Chambre des métiers du Morbihan, que certains connaissent, Michel Augustin, et qui m'avait dit Paul, quand même, comment veux-tu qu'on puisse motiver les jeunes à partir à 16 ans en apprentissage si on leur dit qu'il faut continuer à travailler jusqu'à 45 ans, jusqu'à 65 ans? Effectivement, on ne peut pas accepter que certains aient des nombres d'années. Bon, je pense, Robert, hein, ceux qui travaillent dans le bâtiment, etc., il y a des fois, on est très content de les amener jusqu'à 60 ans. Hein. Bon, une anecdote, hein, mais cette semaine, j'ai un gars que je connais très bien, qui a travaillé plus d'une vingtaine d'années à accrocher des jambons. Le jambon fait entre 8 et 12 kilos. Bah, aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Non pas parce qu'il a un problème physique, hein, tout simplement, les épaules ne le permettent pas. Ça y est, il a cassé des tendons, etc. Et puis bon, ben, il faut qu'il fasse autre chose. Donc lui, on ne le mettra pas derrière un ordinateur. Donc il faut trouver autre chose. Donc là, je ne peux pas accepter que certains feraient un nombre d'années énorme pour avoir leur retraite et que d'autres en feraient moins. Parce que ceux qui ont fait des études supérieures, c'est mon cas, 5 ans, et bien forcément, eux, ils vont travailler jusqu'à 65 ans, s'ils veulent une retraite complète. Donc on voit bien qu'il y a une inégalité sociale là qui est... bon, il faudra voir exactement ce qu'il y a dans la loi, parce que pour l'instant, on ne le sait pas. Mais je pense que commencer un projet de loi en disant tout le monde va travailler jusqu'à 65 ans comme ça, de façon nette, c'était le meilleur moyen pour que la loi n'aille pas jusqu'au bout. Bref, voilà. Donc voilà en gros mon inquiétude sur un certain nombre de sujets. Et puis on aura l'occasion de parler du zéro artificialisation net, parce que ça m'agace au plus haut point. Comme j'avais dit à certains, puisque bon, on en parlait, etc. Alors oui, est-ce qu'il faut construire en campagne, etc. Alors je leur avais expliqué que de toute façon, moi, on ne me mettrait pas dans une cage à lapins. C'était peut-être un peu fort, mais il fallait que je leur fasse comprendre qu'on a le droit de construire en campagne, et on a le droit aussi de vivre en campagne. Et moi, j'y tiens. J'y tiens, et j'y vis en plus. Donc, mais je crois que c'est important, parce que je sens bien une petite musique qui consiste à dire qu'il faut économiser et tout ça, oui, mais qui économisera? En général, on ne demande pas aux villes d'économiser, ils ont déjà tout artificialisé, mais ça va être à nous de le faire. Donc, moi je veux bien qu'on en discute, l'intérêt général, je veux bien comprendre, mais je ne veux pas me faire plumer dans l'affaire. Donc, voilà, donc on en discutera, parce que, effectivement... et puis je compte sur Gaël aussi, parce que je pense qu'il faut que les élus de campagne ne se fassent pas bouffer par des grandes idées qui, quelquefois, on va se retrouver finalement à donner notre chemise. Donc voilà. Alors c'est... Bon, je ne vais pas en dire plus, à part bonne année à tous, une année évidemment où on va continuer à combattre pour que, bien, tout simplement, on ait le monde le meilleur possible. Voilà, et vous pouvez compter sur ma détermination. Merci à tous.
Donc, moi qui disais qu'on aurait fait des vœux assez courts, heureusement qu'ils étaient courts. Avant de terminer ces vœux, je voudrais remercier tous nos pompiers et nos gendarmes qui aujourd'hui sont souvent confrontés à des difficultés sur le terrain. Et je pense que ces deux métiers deviennent de plus en plus compliqués parce qu'il y a un manque de respect pour toutes ces personnes. Et moi, ça me désole vraiment parce que ces gens, ils se battent pour être au service de tout le monde et je pense qu'on peut les applaudir très fort. Alors, je voudrais remercier également je ne sais plus, je suis rendu là-dedans. Je vais remercier tout d'abord l'ensemble de mon conseil municipal, mes adjoints, mon adjoint, les conseillers délégués, pour leur implication tout au long de l'année au service de la population de Saint-Guevara. Et je suis fier, c'est un réel plaisir de diriger une telle équipe. Je voudrais également remercier tout le personnel communal pour leur investissement et leur implication tout au long de l'année. J'en profite pour remercier la commission CCAS qui s'investit pour préparer le repas des seniors qui aura lieu le dimanche 15 janvier 2023. Je voudrais aussi mettre à l'honneur deux personnes qui viennent d'arriver dans notre commune, qui ont repris le restaurant des Marronniers, Sophie et Cathy. Si vous ne les connaissez pas encore, allez manger une choucroute, elle est vraiment très bonne. Je vous invite à aller les voir. Ils sont très sympas en plus. Et aujourd'hui, notre bar va être repris par une Lorraine. Donc on a deux Alsaciennes au restaurant et on va à une Lorraine dans le bourg. Donc on va voir l'Alsace et la Lorraine. On va être bien lotis. Donc permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle fois une bonne année 2023. Et maintenant je vous invite à partager le verre de l'amitié bien mérité. Bonne soirée à tous.